Les moteurs de la diversité génétique, c'est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. On va plonger ensemble au cœur de nos cellules pour voir, pour comprendre comment la vie fait pour se réinventer encore et encore à chaque génération. Alors, on va partir d'une question toute simple, une question que tout le monde s'est déjà posée. Comment ça se fait que dans une même famille, les enfants puissent être aussi différents? Vraiment, des traits, des caractères, tout peut varier. La question a l'air simple comme ça, mais la réponse, elle nous emmène tout droit au cœur de la génétique. Et cette réponse, elle tient en fait en deux mots. Le brassage génétique. Voilà, c'est le concept clé. C'est ça qui explique pourquoi chaque personne est absolument unique. C'est comme si à chaque génération, on mélangeait, on redistribuait complètement les cartes du jeu génétique. Bon, alors voilà le programme pour décortiquer tout ça. On va d'abord parler du brassage en général. Ensuite, on plongera dans la mécanique, la méiose, cette véritable fabrique à diversité. Puis, on verra d'où vient la nouveauté, avec les mutations. On décodera aussi un outil des généticiens, le croisement test. Et pour finir, on prendra de la hauteur pour voir le lien entre tout ça et l'évolution. Allez, c'est parti pour la première étape, le brassage de la vie. D'abord, posons les bases. Pourquoi est-ce si important de mélanger les gènes? Eh bien, tout part de là. C'est la reproduction sexuée, le grand moteur de tout ça. Il faut imaginer. La reproduction asexuée, c'est un peu comme faire des photocopies. On obtient des clones. Mais la reproduction sexuée, elle prend le matériel génétique de deux parents et elle le mélange. Et c'est justement ce mélange qui est à l'origine de quasiment toute la diversité qu'on observe dans une espèce. Ok, maintenant on va zoomer. On passe au niveau de la cellule. Si la reproduction sexuée est le moteur, alors la méiose, c'est le mécanisme à l'intérieur, la mécanique de haute précision. C'est le processus qui fabrique nos cellules reproductrices, ce qu'on appelle les gamètes. Alors là, point super important, il ne faut pas confondre mitose et méiose. La mitose, c'est la division classique de nos cellules, c'est pour grandir, pour se réparer. En gros, c'est une photocopieuse. Une cellule en donne deux identiques. La méiose, c'est tout autre chose. On pourrait dire que c'est l'artiste de la division. Elle part d'une cellule avec ses chromosomes en double et elle va en faire 4 cellules reproductrices, les fameux gamètes, qui sont toutes uniques et qui n'ont plus qu'un seul jeu de chromosomes. Mais alors, comment elle fait la méiose pour créer autant de diversité? Premier mécanisme, le grassage qu'on appelle intrachromosomique. Imaginez les paires de chromosomes, un qui vient du père, l'autre de la mère, qui se collent l'un à l'autre. Eh bien, ils vont s'échanger des bouts, des petits morceaux d'ADN. C'est ce qu'on appelle le crossing over. Et le résultat, c'est des chromosomes tout neufs, des versions remixées qui portent des combinaisons de gènes qui n'existaient pas avant, ni chez l'un, ni chez l'autre parent. Et attendez, ce n'est pas fini. Il y a un deuxième mécanisme, le brassage interchromosomique. Là, c'est encore plus fou. Quand les paires de chromosomes se séparent pour aller dans les futures cellules reproductrices, c'est la grande loterie. La répartition se fait complètement au hasard. Le chromosome 1 paternel peut partir avec le 2 maternel ou l'inverse. Bref, pour nos 23 paires de chromosomes, ça donne des millions et des millions de combinaisons possibles. C'est juste énorme. Bon, évidemment, une mécanique aussi complexe, ça peut avoir des ratés. On parle d'accident de la méiose. Par exemple, si les chromosomes se répartissent mal, ça peut donner des anomalies comme la trisomie 21. Mais ça peut aussi créer des changements plus structurels, des morceaux de chromosomes dupliqués, perdus, déplacés. Et ça, c'est aussi une source de diversité. Une source parfois un peu brutale, mais une source quand même. Ok, donc le brassage, ça mélange ce qui existe déjà. Mais pour avoir de la nouveauté, de la vraie, d'où viennent les nouvelles versions des gènes? C'est la question. Et la réponse, ce sont les mutations. Une mutation, c'est quoi au juste? C'est tout simple, c'est une modification dans le texte de l'ADN. Une petite erreur de copie en quelque sorte. Ça peut être une lettre changée, une lettre en moins, une lettre en plus. C'est souvent spontané, ça arrive comme ça. Et c'est ça, la source de toute nouveauté. C'est la matière première brute que le brassage et la sélection naturelle vont ensuite pouvoir utiliser. Et attention, une petite mutation peut avoir un impact énorme. Regardez, imaginons qu'une mutation touche non pas le gène lui-même, mais la zone qui le contrôle, son interrupteur. Si à cause de ça, la molécule qui doit allumer le gène ne peut plus s'accrocher, eh bien le gène reste éteint. À l'inverse, si ça crée un nouvel endroit pour s'accrocher, le gène peut se retrouver allumé en permanence. Et dans un cas comme dans l'autre, le résultat est visible. Le phénotype, c'est-à-dire ce qu'on observe à l'extérieur, est modifié. Bon, on a vu toute la théorie. Mais en pratique, comment les scientifiques font pour y voir clair dans tout ça? Ils ont des outils, bien sûr. Et l'un des plus connus, c'est le croisement test. Alors, le croisement test, le principe est assez malin. On prend un individu qui a un caractère dominant, par exemple des ailes longues, mais on ne sait pas ce qu'il cache dans ses gènes. Et on le croise avec un individu qui, lui, a le caractère récessif, des ailes courtes. Cet individu testeur, on sait qu'il ne peut donner que l'allèle aile courte.
Du coup, en regardant la tête des descendants, on peut déduire directement ce que contenaient les gamètes du premier individu. C'est très astucieux. L'exemple typique qu'on étudie tous, c'est celui de la drosophile, la fameuse mouche du vinaigre. On prend une mouche de première génération, la F1, qui a les ailes longues, c'est le caractère dominant, et on la creuse avec une mouche aux ailes toutes petites, vestigiales, c'est le caractère récessif. Et après, il n'y a plus qu'à regarder les petits pour savoir ce que la mouche F1 avait dans le ventre, génétiquement parlant. Et voilà ce que ça donne. Si notre mouche F1 produit bien 2 types de gamètes, en quantités égales, un avec l'allèle longue et un avec l'allèle vestigiale, alors les résultats sont clairs. On va se retrouver avec une descendance moitié-moitié. 50% de mouches à ailes longues, 50% à ailes vestigiales. Ce petit tableau, cet échiquier de croisement, ça montre super bien comment, en comptant les résultats visibles, on peut remonter à ce qui était invisible, la composition des gamètes. Allez, dernière partie, on va dézoomer complètement, parce que tous ces mécanismes qu'on a vus, la méiose, les mutations, le brassage, ce n'est pas juste de la mécanique cellulaire pour le plaisir. Non, tout ça, c'est le carburant d'un truc beaucoup, beaucoup plus grand. Cette phrase, elle dit tout. Les remaniements chromosomiques peuvent conduire à une spéciation. Ça veut dire que les grands changements sur les chromosomes, que ce soit à cause d'un accident de méiose ou autre, peuvent carrément mener à la création de nouvelles espèces. C'est ce qu'on appelle la spéciation. C'est un point fondamental, vraiment. Mais comment ça peut marcher un truc pareil ? Eh bien, si une population subit de gros changements dans ses chromosomes, ses membres ne pourront peut-être plus se reproduire avec la population d'origine. Pourquoi ? Parce que leurs chromosomes ne pourront plus s'apparier correctement pendant la méiose. C'est une barrière reproductive. Et avec le temps, ces 2 groupes isolés vont évoluer chacun de leur côté jusqu'à devenir 2 espèces différentes. C'est exactement ce qui s'est passé dans la lignée qui a mené à nous et dans celle qui a mené aux chimpanzés. Nos chromosomes, aujourd'hui, portent encore les traces de ces événements. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour la route. Le brassage, les mutations, tous ces mécanismes, ils ne se sont pas arrêtés. Ils sont à l'œuvre là, maintenant, dans chaque être vivant sur Terre. Ils ont façonné tout le passé du vivant, ils sculptent le présent. Alors la question reste entière. Que nous réserve-t-il pour l'avenir ? Quelle sera la suite de cette incroyable aventure ?